Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Vous publiez le tout récent Retour de flamme, les banlieues de Damas, matrice du terrorisme qui frappe l'Occident. Donc un livre, une rétrospective complète de 5 années de guerre en Syrie, qui m'a l'air vraiment complet. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est un livre technique, c'est pas un livre très folichon, mais si on veut effectuer une plongée en arrière, une plongée en eau profonde, je recommande ce livre. On a des éléments, mois par mois, trimestre par trimestre, qui montrent d'ailleurs que tout ce que nous savons aujourd'hui, nous le savions dès le départ, et puisqu'il est utile, peut-être, je serai d'accord avec moi, de rappeler ce qu'est cette crise syrienne, qui est plus qu'une crise. De dire que ça n'a quasiment jamais été une guerre civile. Alors il y a des populations qui se sont soulevées, mais comme en Ukraine plus tard sur le Maïdan, il y avait de chaque côté des tireurs qui tiraient sur la foule ou qui tiraient sur les forces de l'ordre de façon à embraser tout le monde. Aujourd'hui, mais un mot suffit à résumer la situation. Nous avons 100 à 110 nationalités qui combattent sur 170 à peu près qui composent la communauté internationale. Nous avons 3 grandes puissances, plus de puissances, mais 3 grandes puissances, les États-Unis, la Russie, mais la Chine. La Chine est partie prenante aussi bien sur le terrain, et pas seulement parce qu'il y a des combattants ouïghours du Xinjiang, donc du Turkestan chinois, mais parce que l'incendie est là et qu'il y faut des pompiers. Nous avons aussi la Turquie, l'Arabie qui sont des puissances régionales, l'Iran. Donc nous avons une guerre qu'on peut qualifier d'internationale, mais en fait qui est déjà en prémisse une guerre mondiale. Même si elle est concentrée, si elle se trouve encore prise dans une enceinte de confinement. Absolument, et on a plusieurs logiques imbriquées. Pour la Chine, c'est vraiment que l'hégémonie implique la prévention des conflits, c'est-à-dire qu'en ayant vu exactement les réseaux turcs pilotés par l'OTAN, l'équivalent local des réseaux Gladio faire des attentats. Vous parlez de l'État profond, en Chine. Tout à fait. Et la Chine ne peut pas se désintéresser de ces choses-là. Nous avions vu auparavant, ce qui était intéressant, c'est que les rumeurs ont été subtilement calibrées. Lorsque la Chine avait impliqué des navires en Méditerranée, ça avait été toujours assorti de rumeurs d'une possible implication chinoise. Implication chinoise qui semble n'arriver que maintenant. Néanmoins, le soutien discret de la Chine a toujours été très net. Il y a des bâtiments de guerre qui sont ancrés, non pas dans le port de Tartous, parce qu'on ne peut pas s'y ancrer, mais au large de Tartous, et qui arrivent par le canal de Suez extrêmement discrètement, et on peut compter sur notre presse pour nous en parler. Juste un micro-mot sur l'état profond que vous évoquez, l'état profond turc qui est bien connu. En France, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'états profonds, mais aux États-Unis, il existe, et on vient de le voir, alors que M. Kerry et le département d'État avaient négocié une trêve qui était entrée en vigueur le 9 septembre. Quelques jours plus tard, cette trêve était brisée par un bombardement tout à fait volontaire, mais c'est aujourd'hui acquis, des positions gouvernementales syriennes, 82 morts, des centaines de blessés, libérant des positions qui ont été immédiatement occupées par Daesh. Donc le Pentagone joue un jeu qui est différent et qui est contradictoire de celui de l'administration Obama. Absolument, et ça fait partie des choses dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire un duel, une lutte d'influence. C'est pas une histoire de théorie de la conspiration, nous sommes à la confluence de luttes d'influence, y compris à l'intérieur même des appareils étatiques, y compris aux États-Unis, y compris clairement en Israël. On a vraiment un duel entre les fauteurs de guerre d'un côté et les réalistes qui essayent de contrôler les dommages. À propos toujours, non pas de l'État qui n'est pas du tout profond, mais qui est tout à fait avoué aux États-Unis, le chef d'état-major général des forces armées américaines, Mark Milley, vient de déclarer qu'un conflit extrêmement meurtrier se prépare avec la Fédération de Russie. C'est-à-dire que beaucoup pensent que Russie et États-Unis sont sur une trajectoire de collision. Le secrétaire d'État à la Défense, Ashton Carter, qui n'est pas le premier venu, rappelle que les États-Unis se réservent le droit d'effectuer une première frappe nucléaire contre tout ennemi potentiel. Alors il porte bien son nom, lui. H diminutif, c'est cendre en anglais. Il va finir en guerre nucléaire, c'est délirant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Américains sont des joueurs de poker, sont des menteurs invétérés. Je ne veux pas dire invétérés, mais invétérés.
et que ces gens poussent le bouchon le plus loin possible. Il faut faire la part de la rhétorique. De même, quand Monsieur Kadhafi disait qu'il y aurait un bain de sang à Benghazi, il y a la rhétorique arabe qui joue. La dissuasion évite le combat. La dissuasion évite le combat. Sauf que je crois qu'il y a un grand modèle américain qui va vous plaire et auquel on ne voit penser. Israël Shamir vient de publier un article qu'on trouve sur Plume et Enclume à ce sujet. Je rappellerai, il ne fait pas référence à James Dean, mais il faut le faire avec un film qui s'appelait La rage de vivre et dans lequel il y a deux voitures qui se lancent dans une course à l'abîme. Et le plus fort, c'est celui qui quitte la bagnole, qui va se précipiter à la dernière seconde. Ça s'appelle la théorie des jeux, c'est une théorie mathématique. Et les Américains essayent de pousser au plus loin possible, sauf que là, à un moment donné, on peut franchir une ligne invisible qui est une ligne deadline. Et beaucoup aujourd'hui parlent d'éventuellement de confrontation nucléaire, peut-être limitée au théâtre proche-oriental, mais de confrontation nucléaire entre les deux grandes puissances. À jouer au plus con à l'ère du nucléaire, on peut tous perdre. C'est vraiment l'idée. Rappelez-vous aussi... c'est jouer au plus con, et c'est ce à quoi jouent les Américains. Absolument. La théorie des jeux. Rappelez-vous aussi qu'au Yémen, on avait eu une bombe à neutrons qui avait explosé. On l'a dit. J'avais dit. On l'a dit. Visuellement, c'était absolument clair. Il y avait vraiment un scintillement qui était vraiment typique et plusieurs experts de la défense. Mais on l'avait dit aussi pour Bagdad, ça n'a pas été véritablement établi. Mais alors, pour abonder dans votre sens, il est certain que l'on expérimente des armes, que les Russes, par exemple, en Syrie, expérimentent leur T-90, leur char T-90, qui peuvent expédier et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, des munitions thermobariques. On va dire pourquoi ils le font, et qui sont surtout résistantes aux super missiles américains, les fameux missiles TOW anti-chars. Donc on expérimente, tous les conflits sont des lieux et des champs d'expérimentation des nouvelles armes. Absolument, mais rappelez-vous de la nouveauté. Avant, il y avait une première étape au niveau de la guerre de Géorgie en 2008. Rappelez-vous, dans les années 1990, la Russie semblait avoir oublié toutes les leçons de Stalingrad. On avait vu dans l'embuscade de Grozny, il y avait eu beaucoup de choses. En 2008, les experts en défense avaient remarqué qu'un nouveau professionnalisme se faisait jour dans l'armée rouge. L'armée russe, redevenue russe, et le lapsus était assez drôle. Sauf que là, la nouveauté, c'est que depuis un an, les experts de l'OTAN qui avant, et les Occidentaux qui pouvaient dire que les Russes étaient des incapables, qu'ils n'avaient que des armements de la guerre froide, et encore, on ne savait même pas si ça marchait, rappelez-vous des sous-marins rouillés, là, on a vu des capacités absolument nouvelles en termes de guerre électronique qui ont été sorties à tous les niveaux, autant les anciens modèles que l'on connaissait, mais complètement modernisés, avec une avionique toute nouvelle. C'est l'exemple des Sukhoi 34 Fallback qui sont équipés de safrandelles de guerre électronique. Et ça, c'est une nouveauté d'un point de vue de l'OTAN, et on ne regarde plus la Russie pareil. Cher monsieur intervieweur, vous avez parfaitement de mettre l'accent sur ce point. On a dit que les Russes faisaient preuve non pas d'une supériorité, mais étaient revenus au premier plan, au plan conventionnel. Et c'est certainement vrai. Mais les stratèges américains qui font des plans, non pas sur la comète, mais qui écrivent des scénarios, scénario après scénario, ont déjà planifié, vu comment ils pourraient lancer une attaque massive sur la Syrie. Sur le modèle clintonien d'ailleurs, la Renard du désert, janvier-février 1998, 3 jours de bombardements intenses avec des missiles de croisière, ou les fameux bombardiers furtifs à 2 milliards de dollars, c'est vous qui m'avez... 2,2 milliards de dollars, les fameuses ailes noires, ces bombardiers furtifs. Toujours est-il que il est vrai que les Russes n'ont pas une capacité pouvant se mesurer réellement à celle des Américains.
ne serait-ce qu'en nombre d'avions. Les Russes sont à bout de portée dans leur capacité de projection. La Syrie, c'est loin, hein. Même s'il y a des missiles qui sont tirés depuis la mer Caspienne, des missiles hypersoniques, voilà, des missiles de croisière hypersoniques. Mais les Russes, c'est quand même, la corde est très tendue et ils n'ont pas les ressources logistiques des Américains. Mais, comme vous venez de le dire, ils ont des capacités de brouillage remarquables, ils ont leurs propres AWACS, c'est-à-dire c'est la guerre électronique qui est destinée à aveugler l'ennemi sur ses positions, à aveugler les radars. Ils ont déployé des S-300 et des S-400 autour de leur base navale de Tartus, mais également leur base aérienne de Yumin. Alors, j'ai toujours du mal à prononcer le mot. Qui sont des missiles hypersoniques, à longue portée, à très haute altitude, et comme vient de le dire un responsable de l'état-major russe, si ceux, alors il ne désigne pas les États-Unis nommément, mais si ceux qui croient que leurs avions invisibles marqueront des points, ils s'exposent à de sévères déconvenues. Donc, craignons. La guerre n'est pas impossible, mais les Américains réfléchissent au prix à payer. Alors, il ne faut pas voir là de dire un exercice de raison. C'est pas de la raison raisonnable du point de vue politique, géopolitique. On est plutôt dans la totale folie. Là, on est dans la folie la plus intégrale et on fait un calcul de boutiquier sur combien ça nous coûtera d'hommes, combien ça nous coûtera d'avions. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis sont gouvernés par des sycophantes, des gens qui, Hillary comme Obama, de bout en bout, n'ont fait qu'une carrière. Non pas par leur vertu, mais en devant tout à des gens bien plus puissants qui tirent les ficelles de la politique américaine. Des sycophantes, c'est-à-dire des délateurs professionnels. Ah voilà, c'était un métier à Athènes. Tout à fait. On était rémunéré pour dénoncer son voisin. Démocratie athénienne, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Le problème là, c'est que nous avons en fait un match entre les réalistes d'un côté et les sycophantes qui bossent pour le compte du complexe militaro-industriel. Puis on peut dire ce qu'on appelait les internationalistes. Aujourd'hui, ce sont les globalistes, ceux qui veulent la gouvernance mondiale et ceux qui voudraient redonner un peu une certaine... Et il faut bien être conscient que ces gens-là font prendre des risques à tout le monde, et y compris clairement à Israël. Regardez, souvenez-vous d'Henry Kissinger, spécimen absolument ultra subversif de juifs qui met en danger sciemment, qui a mis sciemment en danger Israël à l'occasion de la guerre du Kippour. Il a fait une diplomatie de la navette absolument avérée, qui a coûté des vies juives. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un dualisme au sein du judaïsme entre des éléments subversifs et des gens réellement intelligents qui essaient de contrôler les dommages. On va découvrir que la plupart des peuples, qu'ils soient occidentaux ou occidentalisés, je mets Israël dans l'eau, mais Israël est en guerre contre elle-même depuis moins de millénaires. Oui. Peuple de Juda contre peuple d'Israël, ceux qui ont copié Israël qui a copié la gentillisse, qui s'était romanisé, après s'être hellénisé, et puis ceux qui au contraire restent mystiques. Mais chez nous, c'est la même chose. Il y a les bourgeoisies compradoresses, celles qui se vendent aux plus offrants, qui n'hésiteront pas à brader leur pays. Comme le monde. Et qu'elles soient de gauche ou de droite. Et nous avons de bons exemples actuellement à la tête de l'État. À la tête de l'État. Mais sur un dernier point là-dessus, Israël... Les Juifs doivent bien se souvenir que d'un point de vue des chrétiens extrémistes américains, qui représentent un énorme soutien au sionisme aux États-Unis, de leur point de vue eschatologique, Israël doit servir de mèche pour allumer la Troisième Guerre mondiale, à l'occasion de laquelle tous ne sont pas des eschatologues avertis, tous ne sont pas des super messianistes, mais il y a une élite parmi eux, une élite messianiste. Monsieur Rothschild, qui descend de Hamsher Rothschild, l'homme à l'écu rouge, voilà, de Francfort, qui était le trésorier de Jacob Frank. Aujourd'hui, on évalue la fortune de la maison Rothschild, mais tous les Rothschild ne sont pas des grands initiés. À 2000 ou 3000 milliards, j'ai vu passer des chiffres de toute façon, ou 6000 milliards de dollars. Ces gens sont les patrons en sous-main de la plupart des banques centrales de la planète, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas des super pouvoirs. Monsieur Soros, dont on parle beaucoup, n'est qu'un homme, n'est qu'un appendice, un pseudopode de la maison à l'écu rouge. Un point sur lequel je voulais revenir, c'était que dès les premières pages de votre livre,
Nous avons vraiment une leçon historique qui est certainement capitale dès les accords Sykes-Picot, en fait dès la Première Guerre mondiale, puisque ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est l'ancienne mémoire à la fois de ce qu'il s'est passé durant la Première Guerre mondiale et également la mémoire de notre ancien empire. Pourquoi avez-vous donc tenu à faire vraiment tout ce rappel à partir des accords Sykes-Picot pour expliquer l'actualité? Parce que les centres du pouvoir se déplacent. Au moment de Sykes-Picot, il y avait encore une sorte de condominium planétaire qui était donc condominium, puissance mondiale partagée entre la Grande-Bretagne et la France. L'Allemagne n'avait pas encore perdu la guerre, mais elle allait la perdre et perdre son empire colonial avec elle. Par la suite, on a bien vu une Seconde Guerre mondiale. Le centre du monde s'est déplacé à New York et à Washington. À l'époque, donc, il y a eu un partage qui tenait déjà compte du pétrole. Kirkuk était revenu à la France. Le Royaume-Uni, enfin plutôt la Grande-Bretagne, avait maille à partir avec les indépendantistes irlandais, il faut bien resituer dans le contexte, d'où d'ailleurs en partie l'abandon des Arméniens. Lénine, ce que l'on n'a jamais dit, va soutenir Mustafa Kemal, qui deviendra plus tard Atatürk. Il y aura d'abord un traité, le traité de Sèvres, qui entérinera les accords Sykes-Picot, plus ou moins, puis c'est 1921, puis 1923, après les victoires génocidaires d'Atatürk, parce que Atatürk va génocider tout ce qui restait de chrétiens en Anatolie et en Thrace, ce que personne ne dit jamais, mais les francs-maçons français sont à genoux devant Atatürk, le bel homme aux yeux bleus, le beau franc-maçon dans toute sa splendeur, un franc-maçon ne peut être qu'un homme délicieux, même s'il massacre des centaines de milliers de chrétiens. Donc revenons pour dire que aujourd'hui, non seulement Sykes-Picot est totalement caduc, qui avait donné mandat à la France sur la Syrie, mais la Syrie comprenait le Liban, ce qui était historique, le pays de Cham. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cas de figure, qui est celui du plan Oded-Yinon, que nous venons de republier, qui date de 1982, qu'on va retrouver en 2003 sous la forme du Greater Middle East Initiative de M. Bush, qui est un plan de redécoupage général, mais qui dépasse largement la raison de découpage, de morcellement, de balkanisation de l'ère arabe et islamique en général, qui part des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire de Gibraltar, pour s'étendre jusqu'à l'Indus. Donc il y a des plans extrêmement vastes, qui coïncident d'ailleurs avec le containment, c'est-à-dire l'endiguement, l'encerclement de l'espace continental. On n'est pas sorti de Mackinder. Nouvelle lecture, c'est ça. De l'espace continental. D'autres inventeront la théorie du Rimland, de cette ceinture que l'on va retrouver, je sais que c'est l'un de vos dadas, dans le système, le bouclier antimissile qui s'installe en mer Baltique, en Pologne, non pas en Roumanie, en Tchéquie, etc., qui comprend aussi le Caucase, l'Ukraine, la Géorgie, qui encercle littéralement la Russie. On voit bien d'ailleurs que la Russie reste un ennemi pour ce monde occidentaliste, et que ce n'était pas seulement la Russie rouge qui en fait a été dès le départ financée en très très grande partie, si ce n'est en majeure partie, par les banquiers américains. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir des enjeux pétroliers de la Première Guerre mondiale, on a bien plusieurs lectures géostratégiques. On peut dire d'un côté le contrôle des matières premières stratégiques, donc un but tout à fait financier avec les banques cartélisées qui sont à la manœuvre, et de l'autre côté des enjeux géopolitiques qui sont dans la constance géostratégique de diviser l'Eurasie, de contrôler, contenir des potentiels rivaux et encore une fois des États-nations qui menaceraient de posséder leurs propres ressources. On pense à la Russie, mais également l'Iran et tous ces pays-là, l'enjeu de la guerre de l'Irak, justement. Les ennemis sont désignés, c'est évidemment la Syrie, mais c'est surtout la Russie, l'Iran. Oui, on a une on ne parle pas de la Chine, mais on parle de la Corée du Nord. C'est pourquoi d'ailleurs derrière moi se trouve c'est un des éléments, un des supports de propagande qui aujourd'hui on commence à tirer à boulet rouge. On mettra ça en incrustation, en lien par-dessous. Il faut voir cette déclaration du chef d'état-major de l'armée de terre américaine, c'est Mark Milley. Oui, ceux qui veulent nous faire du mal, ceux qui veulent nous faire du mal.
La Corée du Nord, on ne voit pas très bien salauds, comment quoi. elle pourrait faire du mal. Tout ce que demande la Corée du Nord, comme les talibans autrefois d'ailleurs, c'est d'être reconnue par la communauté internationale, Voilà. qu'on parle avec eux, et voilà. Voilà, par contre, il y a un jeu subtil derrière, d'utilisation des vassaux, tant du côté chinois que du côté américain, pour justifier, du côté américain, pour justifier sa présence. Regardez, on a besoin des gros muscles américains pour faire peur à la méchante Chine. Mais en même temps, il y a une superposition, et le fait est que la Chine est en train lentement, c'est un empire en convalescence, en train de retrouver la vraie Chine pré-impériale, c'est-à-dire non communiste. Revenons à la Syrie, et ce qui est navrant dans toute cette affaire, c'est la façon dont la France est à la remorque, pitoyablement à la remorque, avec notre ectoplasme national, Jean-Marc Ayrault, qui a présenté samedi dernier au Conseil de sécurité, en complicité ou avec son acolyte espagnol, pour faire cesser les bombardements à Alep. Alors, ce serait intéressant qu'on évoque la question des bombardements. À Alep, bombardements sur les hôpitaux. Alors, on voit tous les jours une petite fille avec du sang sur le visage, absolument pitoyable, mais on ne voit pas les enfants yéménites écrasés. 400-500 morts la semaine dernière, écrasés sous des bombes américaines, même si ce sont des avions propriété de Riyad, mais pilotés souvent par des pilotes israéliens, ce que l'on ne dit pas. Mais ce sont des bombes américaines, mais ça, ce sont des dégâts collatéraux. Alors, monsieur Ayrault voulait faire interdire, mais ça c'est très grave, voulait faire interdire tout survol, non seulement d'Alep Est, mais d'Alep Ouest. C'est-à-dire, on crée un embryon de zone d'interdiction aérienne qu'on aurait pu ensuite étendre à tout le nord de la Syrie, puisque l'un des projets, vous en serez peut-être d'accord avec moi, cher Jean-Maxime, c'est de créer au fond une sorte de Sunnistan à partir d'éléments de Daesh assagis, normalisés. On renvoie dans leur foyer les plus virulents et on garde les plus présentables pour créer un Sunnistan. Les Russes ne sont pas tombés dans le piège, qui ont mis leur veto, 5e veto sur la question syrienne. J'expose tout ça dans le livre, hein, bien évidemment. 5e veto. Et aux grandes dames, puisqu'on a parlé de l'horreur, de Mistura, qui l'a envoyé spécial pour la Syrie, a parlé de voyous à propos de la Russie, et Monsieur Hollande, dans la foulée, puisque le projet de résolution de Monsieur Hollande a été retoqué, se tâte, il ne sait pas s'il va recevoir Monsieur Poutine, qui vient le 19 octobre à Paris pour inaugurer la grande cathédrale orthodoxe, qui sera à 2 pas du musée d'ailleurs des Arts Premiers, du Quai Branly. Ça sera aussi un centre de rayonnement culturel. On tolère très bien les mosquées. Hein. Monsieur Juppé tolère les mosquées gigantesques. Oui. Également à Lyon, on fait des mosquées. Mais une église orthodoxe, ça c'est très mal. Et alors Monsieur Hollande ne sait pas si il va recevoir Monsieur Poutine. Mais enfin, on nage dans la pure folie là. Ça c'est vraiment la grande leçon, vous savez, de ceux qui ont vécu la montée du nazisme. Quand on met les plus abrutis à la tête d'un État, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Mais il y a un moment où il va falloir commencer à se poser de bonnes questions. Parce qu'en effet, nous jouons les caniches. Ça fait longtemps qu'on devrait se les poser. Voilà, mais en ce sens, votre livre est vraiment une œuvre de contre-influence, mais ça en dit quand même long sur la nécessité de reprendre en main notre pays de façon saine, parce que nous avons à notre tête des hommes de peu de foi qui sont en train de nous faire courir le risque d'une 3e guerre mondiale, et dans l'histoire, nous retiendrons que la France a poussé comme un bon caniche qui en veut, vous savez, le caniche qui veut aller au sang, pour aller vraiment... Les caniches ne sont pas des animaux sanglants, mais ils font de la surenchère sur ce que fait leur maître. Mais c'est d'autant plus ridicule, justement, c'est que nous montrons des dents déjà que nous n'avons même plus, et surtout ça n'a aucun sens face à la Russie qui fait exactement ce que la France traditionnelle, la mémoire de notre ancien empire, nous aurait commandé de faire en Syrie. Et en ce sens, vous faites une œuvre de contre-influence qui est complètement... si elle est rapprochée des interventions de nos hommes politiques, c'est juste dramatique de voir où on en est. Et sur cette question, le petit détail, sur cette question de la cathédrale orthodoxe et de cette question de la venue de Vladimir Poutine, on se demande si peut-être Poutine c'est un méchant toc, il mange des ours, etc. C'est bien connu. Vous savez qu'on a tenté, Khodorkovsky et ses camarades ont tenté de saisir la cathédrale orthodoxe, et c'est un vieux droit de chapelle en droit international qui a fait échapper la cathédrale orthodoxe à ça. On aura tous les liens sous la vidéo. J'entends qu'on est vraiment dans la stratégie de nuisance maximale
Mais il y a un symbole. Oui, derrière. enfin bon, il ressort de tout ça que Monsieur Hollande vient de réussir un doublé, je vais expliquer, mais même un triplé avec l'échec de Monsieur Hérault. Échec lamentable au Conseil de sécurité, mais là il vient de se faire également expulser de Pologne, qui achèteront des faucons noirs, des Black Hawks américains. On ne vendra pas nos hélicoptères à la Pologne, et donc il y a une brouille, et il y a une brouille diplomatique, et là on risque de se foutre à dos, mais ouvertement et vilainement avec la Russie. Alors les Russes sont très patients. Ils outrageusement patients avec outrageusement patients, ils ont beaucoup de sang-froid, alors que nos agriculteurs ont eu un été particulièrement terrible, trop d'eau, pas assez, enfin tout ce que l'on veut, que les récoltes sont... on s'est fermé, nous nous sommes fermés les portes du marché russe par cet embargo délirant. Jusqu'où la patience des Russes ira-t-elle, d'autant que les Russes ne sont plus dans le même état d'esprit qu'autrefois. Ils ont recouvré une certaine fierté, un certain sens de leur dignité, depuis qu'on a restauré l'Église orthodoxe d'ailleurs, qui est... D'où le symbole à Paris. Je pense que les Russes sont tout à fait conscients du fait que la France est gouvernée par des marchands de soupe, comme à l'époque de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, c'était la phrase consacrée. Des gougnafiers, même. Voilà, en ce sens, je pense qu'il y a des coopérations qui se font à haut niveau. Néanmoins, nos services et notre diplomatie est vraiment régie par des hommes de peu de foi qui sont vraiment dangereux. Et en ce sens, les Russes sont tout simplement en train de nous ignorer royalement. Mais si Poutine vient à Paris et qu'il ne soit pas reçu à l'Élysée, ça sera un camouflet. Et un camouflet que tôt ou tard, on saura nous faire payer. Ça serait une honte absolue pour l'honneur de la France. Une honte absolue. Qu'est-ce que cela va donner donc à la suite? Quel va être l'aboutissement de cette guerre autour de la bataille d'Alep, en fonction donc de ce duel des destins? Que pensez-vous qu'il va advenir donc de ce conflit en Syrie? Alors, jolie formule que duel des destins. La bataille d'Alep est une bataille clé. Alep est l'ancienne capitale économique, aujourd'hui en ruine bien entendu, mais la seconde ville de Syrie, c'est un symbole. On nous alerte, Monsieur Hérault nous parle de l'horreur d'Alep et des hôpitaux qui sont bombardés, mais si on lit attentivement, on s'aperçoit que les hôpitaux sont enterrés à 30 mètres sous le sol et que les combattants alepins, les rebelles, sont également enterrés sous le sol. Alors il y a une bataille de chiffres extraordinaire. On nous dit qu'il y a 250 000 personnes prises dans la nasse. En fait, il y en aurait plutôt 15 000, 20 000, une vingtaine de milliers, et les rebelles, 15 000. Mais des informations arrivant du Proche-Orient disent qu'il n'y en aurait que 900. Moscou est prête à laisser sortir, et Damas également, laisser sortir pour ces rebelles. Absolument. On leur offre des autocars, ils partent avec leurs armes individuelles comme ça a été fait ailleurs, mais c'est eux qui refusent. Il y a quelques jours, des personnes ont voulu, des civils ont essayé de sortir, de regagner le No Man's Land. Les rebelles leur ont tiré dans le dos. Donc on peut dire que beaucoup des civils qui sont pris au piège d'Alep sont en quelque sorte des otages et des boucliers humains. Absolument. On ne nous le dit pas. Et dire que les fameux casques blancs syriens ont failli obtenir le prix Nobel de la paix. Il n'aurait manqué plus que ça. Oui, on n'est plus à ça près, vous savez très bien. Le drame, justement, de ce que Steve Petchenik, dont je vous ai déjà parlé, appelle a fog of war on steroids, c'est-à-dire un brouillard de guerre version XXL, c'est-à-dire qu'à force de, rappelez-vous, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Si vous faites flèche de tout bois en essayant de noircir absolument le vilain régime syrien, vous avez donc une vision confuse où en fait c'est 50%. Comment ne pas toucher des hôpitaux ou des centres de soins lorsqu'ils sont situés dans des sous-sols profonds, dans des souterrains, où se réfugient justement les terroristes, il faut bien les appeler par leur nom, parce qu'ils changent de nom. Un coup c'est Al-Nosra, avant c'était Al-Qaïda, maintenant c'est Jabhat, je sais pas quoi, non c'est pas Jabhat, c'est Ansar et tout ce que l'on veut, ils changent de nom comme de chemise. Il faut utiliser des explosifs perforants.
On utilise des armes thermobariques, donc des armes air-fuel, c'est-à-dire qui mélangent de l'air. Il y a plusieurs choses différentes en fait. Pour le combat urbain, pour vraiment toucher les fortifications, ce qu'on appelle les bunker busters, c'est-à-dire les bombes perforantes anti-bunker, ça les Russes en ont sorti quelques-unes. Et ils les expérimentent, c'est la vérité. Voilà, et de toute façon... Et ça fait des dégâts, parce que la guerre, de toute façon, c'est sale. Mais rappelez-vous aussi de la nécessité. Faites le parallèle avec la piraterie maritime. C'est le délit que nous avons une totale liberté, en tant que, mettons, commandant du navire, de réprimer exactement comme on le veut. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir de pirates, point barre. Même chose, là, nous avons des combattants irréguliers. C'est normal de les traiter au thermobarique. Et si on leur fait peur, c'est fait pour. Alors, les pirates dont vous parlez, on en a ramené, qu'on a mis en prison en France. Mais comme on n'avait pas suffisamment de preuves, on leur a donné de grosses indemnités pour les avoir emprisonnés. C'est fabuleux. On croit rêver. Qu'ajouter de plus, si ce n'est donc que la bataille d'Alep est une bataille décisive, que c'est là où se joue le rapport de force russe-américain, que les Américains sont des gens qui ne lâchent pas, qui ne veulent pas lâcher, qui ne sont pas raisonnables, qui font des calculs tortueux mais également tordus. C'est surtout une lutte d'influence. Une étincelle suffirait à tout faire sauter. Alors, aura-t-on l'étincelle avant ou après l'élection ou la non-élection de Trump, puisqu'on nous dit qu'il a été laminé par Mme Clinton, et si on regarde de près, c'est exactement le contraire. Monsieur Trump avait bouffé du lion, la base le soutient, même si les caciques du Parti républicain n'en veulent pas. Si Trump passe, que va-t-il se passer? Ou si Mme Clinton, les deux hypothèses sont aussi inquiétantes. Voilà, sachant les gens qu'il y a derrière Hillary, il ne fait aucun doute qu'il sera problématique de voir Hillary passer pour la situation. Mais en même temps, sur le terrain de toute façon, les armées russes assurent la paix. C'est-à-dire que de toute façon, la diplomatie ne fait que traduire le sort des armes. En revanche, les mondialistes sont en train de jouer sur l'épuisement de la Russie. Ils parient sur l'épuisement de la Russie en essayant d'alimenter le conflit syrien comme on alimenterait un feu. Le problème, c'est que les Américains savent qu'aujourd'hui, ils ont une prééminence, pas une prééminence, une dominance militaire sur les Russes, et s'ils ne voudront pas essayer de casser les griffes et les crocs de l'ours russe, tant qu'ils le peuvent encore, quel qu'en soit le prix, je pense que nous sommes encore une fois dans une logique qui est une logique du fou, sur la diagonale du fou, mais jusqu'où se prolonge cette diagonale. Et alors sur ce point, en matière conventionnelle, je pense que d'un point de vue militaire, les Américains peuvent rêver de dominer la Russie. En revanche, la vraie question est monétaire derrière. La Russie peut être victime d'une attrition. Donc nous espérons que nos amis russes feront là-bas jusqu'au bout ce que la France aurait dû faire depuis le début. Et donc merci encore pour cette contre-influence à votre échelle et à notre échelle. Avec nos faibles forces et nos faibles moyens. Triste constat de l'actualité, mais c'est une nécessité. Voilà. Ceci étant dit, les Russes, et c'est le dernier mot, commettent des crimes de guerre à Alep, et les rebelles, eux, défendent la ville. Tout est dit dans ces mots, dans ces quelques mots. Tout cela sans rire, évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci de votre attention. Merci à toi, Jean-Maxime. Où est Buzz? Là en bas.